Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je pense que le cinéma c'est un océan de possibilités artistiques dans lequel on peut prendre un plaisir infini. Alors on va fermer un petit instant le rideau du cinéma japonais, et après avoir visité l'archipel nippon, on va revenir bien longtemps en arrière dans mon pays d'origine, la France. Alors il va être question d'un des monuments de cet art dans cette vidéo. Bon, dire que c'est un chef-d'œuvre, je pense que c'est pas une exagération. C'est un film qui a connu une histoire incroyable, ne serait-ce qu'à cause du contexte de sa sortie. Donc, lui dédier un essai, ce sera, je pense, une tâche ardue, tant il faudra que j'essaye de le respecter autant que possible. Il y a eu beaucoup d'écrits dessus, beaucoup de documentation qui ont été produites pour ce géant du cinéma français, donc il va falloir faire attention. Donc c'est un film français qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on le retourne dans tous les sens, que l'on cherche ce qu'il dit et même ce qu'il dit pas, pourquoi il a été fait, comment, dans quel contexte, et ce qui nous fait ressentir encore aujourd'hui. Alors, que vous connaissiez le film par cœur ou que vous le découvrez, que vous soyez cinéphile averti ou simple petit curieux, eh bien je vous invite dans cette exploration cinématographique. Bienvenue sur cet essai sur le cinéma, consacré à un film français sorti en 1945 et réalisé par Marcel Carné, Les Enfants du Paradis. Et j'ai découvert ce film en 2016 et il est question d'un film en noir et blanc. Alors Marcel Carné, il n'a même pas 40 ans à la sortie du film. Il s'agit de son 7e long métrage. Je dis bien long métrage, je précise, parce qu'il a fait plus que 7 films en tout, à ce moment-là. Parmi ses réalisations précédentes, on peut citer Drogue de drame, Le Quai des Brumes, Hôtel du Nord et Le Jour se lève. Et Carnet, c'est un des premiers représentants du réalisme poétique français. Alors, c'est quoi? C'est un courant cinématographique des années 1930 qui est caractérisé par une atmosphère mélancolique et un regard nostalgique sur les classes populaires dans le contexte de l'entre-deux-guerres. Alors, il y mêle un réalisme social à une esthétique stylisée qui est souvent sombre et lyrique. Les décors qui sont soigneusement composés, parfois en studio pour accentuer le ton poétique. Et les histoires, elles mettent fréquemment en scène des destins tragiques portés par des personnages désillusionnés. Alors on a d'autres figures majeures de ce mouvement. On a Julien Duvivier, Jean Renoir, Jean Vigo et René Clair. Et une des grandes caractéristiques du long métrage dont je vais parler, qui dure 3h10 ou 3h02 selon les versions que vous regardez, en tout cas la mienne c'est une version restaurée de 3h10, et bien c'est le contexte historique de sa production. Oula, il y a des choses à dire dessus. Les Enfants du Paradis s'est tourné dans des conditions extrêmement difficiles sous l'occupation allemande durant plus d'un an entre 1943 et 1944. Et ça, c'est déjà un exploit en soi. Et même le contexte du financement est particulier, d'après Philippe Duc dans son livre Les écrans de la guerre, le cinéma français de 1940 à 1944. Marcel Carné et le poète Jacques Prévert qui écrit sur ce film, avaient déjà travaillé ensemble. Donc Carnet à la réalisation et Prévert au scénario. Et ils ont connu un grand succès avec le film Les Visiteurs du Soir en 1942, à tel point que le producteur André Pogvé, qui est une figure importante de la production de ce film, eh ben, il était d'accord pour leur laisser un gros budget pour leur prochaine œuvre, qui est donc Les Enfants du Paradis, qui fut financé par la société de production d'André Pogvé, et avec, il n'y avait pas que lui, une société italienne, celle des frères Scalera, qui connaissait Benito Mussolini, à cette époque-là en tout cas, permettant de contourner les restrictions budgétaires que subissaient les sociétés françaises à cause des Allemands. Et à cause du débarquement en Sicile, donc cette île italienne, la société Scalera et André Pogvé, ils sont interdits d'activité par les Allemands, d'après les dires de Carnet lui-même dans un entretien en 78. Et le tournage est rapidement interrompu. Et la production a été reprise par la société Pathé, c'est-à-dire celle que vous connaissez actuellement, aujourd'hui. Et ben le tournage, du coup, il peut reprendre grâce à Pathé. Et il a donc été écrit, ce film, par Jacques Prévert, le poète. Il a été tourné en grande partie à Nice, puis à Paris et à Joinville. Alors, il faut assez rapidement associer le film à Prévert, puisque le long métrage s'appuie beaucoup sur les dialogues qu'il a écrits.
de multiples articles, ainsi que l'ouvrage Les enfants du paradis de l'enseignante-chercheuse historienne du cinéma Carole Rouet, je vais citer ce nom plusieurs fois dans cette vidéo. Ils expliquent que le film a été fait par deux hommes surtout, Carnet et Prévert. Il n'y a pas genre, vous voyez, Carnet, voilà, c'est le réalisateur, c'est celui qui dirige tout. Non, non, c'est vraiment un film d'un duo, à la base. Alors certes, l'un et l'autre, ils sont distinctement présentés dans une fonction en particulier, mais il est à considérer que les deux se complètent assez merveilleusement. Carole Rouet précise que les dialogues font partie intégrante de l'intrigue. Puis bon, Jacques Prévert, pour moi, c'est un beau souvenir d'enfant, hein, puisque je m'étais intéressé à la poésie grâce à lui, et de le retrouver comme ça pendant mon cursus universitaire, dans la participation d'un film monstre, un espèce de mastodonte du cinéma français, ça m'a fait plaisir, c'était une belle surprise, et en plus je considère, plus ou moins, que j'ai découvert presque tardivement ce film dans ma cinéphilie, alors qu'il s'agit d'un film phare du cinéma français. Hein. Donc on a affaire à une fresque ambitieuse, hein, tournée dans un contexte de pénurie, de censure et bien sûr de danger politique, hein, cela va de soi. Ce fut une production chaotique. Alors on a eu plein de choses, hein. On a eu des coupures d'électricité, des sabotages, des rationnements de pellicules, des collabos infiltrés. Il y avait même des acteurs qui n'ont pas pu jouer là-dedans parce que c'était des gens proches des Allemands. Il y a même eu un orage qui va casser le décor à Nice et qu'il va falloir reconstruire. On a des acteurs et des techniciens qui étaient parfois recherchés par la Gestapo. Donc bref, on a affaire à un film fleuve, fait dans l'urgence, dans la peur, et puis un peu dans la foi aussi, parce qu'il fallait croire au projet. Hein. Et parce que fallait quand même se dire qu'avec une telle pression, réaliser ce type de film-là, c'était hors du commun. On a une résistance symbole de la recherche de l'expression artistique contre vents et marées, d'abord et avant tout. Oui, on peut le dire, hein, c'est une résistance artistique. L'art, la beauté de l'art avant tout. Et puis le film il est énorme dans sa forme et intime dans ce qu'il raconte. Hein. Déjà le générique de début de film, hein, qui utilise le terme de collaboration dans la clandestinité. Ah oui, c'est une œuvre qui a été faite en cachette, plus ou moins. Hein. Alors, en cachette, bon, c'est compliqué de faire ça quand il y a plein de gens qui travaillent dessus, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Parce que par moment, il y avait plus de 500 figurants, 1000 figurants durant les scènes. Hein. Donc ce fut très compliqué. Et selon IMDb, donc Internet Movie Database, qui est un site de référence pour avoir des infos sur les films, et le budget avoisinait les 58 millions de francs, je dis bien de francs, ce qui représenterait environ, je dis bien environ, au début des années 2000, 7 millions d'euros. Mais ce qui est une somme absolument colossale rapportée à la valeur monétaire de l'époque. Et dans l'ouvrage La politique cinématographique de la France en Allemagne occupée 1945-1949, Laurence Tesi explique qu'il s'agissait d'une des rares superproductions faites durant l'occupation nazie. Et parmi les techniciens ayant dû fuir la Gestapo, il y avait le chef décorateur franco-hongrois Alexandre Troner, caché parce qu'il était juif. Lui et Joseph Kosma, qui était juif aussi, qui a composé la musique du film, et tous les deux, ils ont dû utiliser un autre nom. Et je précise aussi qu'il y a un acteur d'origine d'un pays d'Afrique. Alors, autant les autres, avec les noms ça pouvait se repérer, et peut-être pas avec le physique, mais il y avait même un acteur d'origine, je crois qu'il était d'origine maghrébine ou africaine, j'ai pas vérifié, qu'on voit à la fin du film. Pour cacher une personne comme ça, c'était encore plus compliqué, ou tout aussi compliqué. Et puis, avec le concepteur de costume Maillot, la direction artistique tentait de recréer un espèce de 19e siècle théâtral, un peu idéalisé, mais assez parlant pour le public contemporain de l'époque. Et sur l'affiche du film, dans une édition de l'ouvrage 1001 films à voir avant de mourir, donc l'édition que j'ai, c'est Titanic qui est en couverture, il est dit que le film a connu une sortie triomphale en 1945 et qu'il est considéré comme une œuvre du panthéon du cinéma français. Il s'agit de l'apogée du romantisme pessimiste, présentant le scénariste et le réalisateur ainsi. En gros, Jacques Prévert, il est décrit comme un être social, un homme passionné et engagé en politique,
un homme qui a des moments de fulgurance et qui a besoin d'écrire ses pensées éclairs presque frénétiquement. Alors que Marcel Carné, il est décrit comme solitaire, comme maniaque, renfermé et même perfectionniste. C'est un homme plus posé. En fait, on a le feu et l'eau ensemble. Un duo d'enfer qui a permis la possibilité quasi improbable d'un tel film. Et puis, le film a été un triomphe à sa sortie. Il a touché un public large dans un pays exsangue qui était en quête de beauté et de sens à la sortie de la guerre. La critique fut élogieuse, presque unanimement, même si, pour n'importe quel film, c'est aussi le cas, hein, il existe des avis négatifs sur l'œuvre. Hein. Ce fut le cas du critique de cinéma Henri Agel qui dira en 1959 on peut aujourd'hui se demander si ce n'est pas dans la mesure où le toc de Prévert, fausse poésie, fausse psychologie, langage faux, s'est uni à l'académisme truqué de Carnet, que le tandem a connu et connaît encore, hélas, une si brillante fortune. Hein. Bon alors, encore aujourd'hui, ce film est cité parmi les plus grands films du monde, hein, considéré comme un film de patrimoine, est souvent cité comme l'un des plus grands films français, parfois même le plus grand. Bon, chacun aura son avis là-dessus. Et en 1999, Roman Polanski rendra un hommage au film où il dira symphonie en 2 tableaux, porté par des interprètes transcendés par un dialogue écrit, comme pour le théâtre, par un Prévert au sommet de son art. Les Enfants du Paradis demeurent à ce jour encore le plus bel hommage rendu par le spectacle au spectacle. Arletty, inoubliable Garance, polarise les désirs de tous les hommes qui traversent sa vie. Elle cherche le grand amour, mais le fuit et se perd dans la fougue du carnaval. Scène grandiose qui reste un moment fort du film. 2000 figurants y participent, la caméra tourbillonne et virevolte avec les danseurs, bien qu'à l'époque on ne dispose que d'un matériel lourd, peu maniable, difficile. Le metteur en scène obtient une fluidité, un mouvement merveilleux. Et donc on va se poser la question ensemble. Alors moi tout seul d'abord quand je fais la vidéo et puis en commentaire pourquoi pas après, on échangera. Quelle est sa place dans le cinéma mondial? Et pourquoi est-ce que Les Enfants du Paradis continuent à résonner alors même que sa forme pourrait, je dis bien pourrait, paraître désuète? Bon bah déjà on va parler du film, de son histoire. Le film il est déjà divisé en 2 parties. Sachez qu'il était prévu à la base au moins 3 parties. Au moins. Donc les 2 parties qu'on va avoir dans le film. La première c'est le boulevard du crime, donc c'est le lieu de l'intrigue, et l'homme blanc, qui désigne un personnage en particulier. Donc on est dans un Paris, alors ça dépend des écrits, hein, mais a priori on est dans un Paris des années 1820-1830, mais ça pourrait même être 1830-1840, on est à peu près dans ces eaux-là. Et donc on suit l'histoire de Garance, une femme assez magnétique, elle est mystérieuse et elle est libre. Et on a 4 hommes qui gravitent autour d'elle. Alors, il n'y a pas que ces mecs-là qui tournent autour d'elle. Je crois qu'à peu près n'importe quel mec est attiré par Garance. Donc on a, parmi ces 4, Baptiste de Bureau, qui est un mime génial et assez timide. On a Frédéric Lemaître, un comédien flamboyant. On a Pierre-François Lassner, qui est un dandy criminel, un homme lettré et un homme cynique aussi, qui est un ami de Garance. Et le comte de Montré, qui est un aristocrate jaloux. Et bien tous l'aiment, mais aucun ne la possède vraiment. Alors, vous connaissez le terme de triangle amoureux. Ben là, c'est un pentagone amoureux. Alors c'est un terme que j'ai entendu ailleurs, hein, après avoir pensé moi-même, hein, je vous promets. Par exemple, dans sa critique du film, Jules Melon emploie ce terme aussi de pentagone amoureux. Ce qu'on peut remarquer sur le film, déjà, c'est sa structure. La structure du film n'est pas juste un cadre, c'est un espèce de jeu de miroir entre le théâtre et la vie, entre le vrai et le faux, ou entre l'amour et le fantasme. Donc je vais essayer de déconstruire cette narration, ses effets, son rythme, et ce qu'elle nous dit sur les personnages et pourquoi pas nous-mêmes, hein. Admettons qu'on aille là-dessus aussi. On peut déjà parler du titre. Pourquoi le paradis? Et bien parce qu'au théâtre, hein, les rangées supérieures, les plus loin de la scène, étaient nommées le paradis. Alors, il existe un autre terme, c'est le poulailler, mais bon, c'est un terme moins valorisant. Le paradis, c'est plus beau, c'est plus céleste. Donc ces places-là, loin de la scène, elles étaient occupées par les classes les plus basses. Et le paradis était aussi l'espace avec les spectateurs
les plus enthousiastes et les plus vivants. Cette idée d'assister à une pièce de théâtre, elle est omniprésente dans le film, et elle touche toutes les classes sociales s'intéressant à l'œuvre. Et le film met en avant le peuple des basses classes. Et à propos de Jacques Prévert, Carole Orouet dira dans son ouvrage « Jacques Prévert, portrait d'une vie », c'est le nom d'ouvrage, lorsqu'elle parle de classe modeste, donc Orouet dit « C'est le public préféré de Prévert, le vrai public, celui qui réagit, celui qui participe. Ils sont le cœur vibrant du spectacle. » Et Prévert, donc, il leur offre une fresque où l'art, il devient le dernier espace de liberté dans une société figée. Et le film, en ce sens, je pense, il critique la rigidité des structures sociales tout en exaltant la puissance de l'imaginaire. Et dans l'ouvrage Paris, capitale du XIXe siècle, Walter Benjamin décrit le peuple modeste comme une force vive de la ville, mais aussi comme une classe exploitée et transformée par les bouleversements du capitalisme naissant. Donc on a les ouvriers, les artisans et les petits commerçants qui animent les passages parisiens et qui incarnent une culture populaire riche, pleine de traditions et pleine de spontanéité. Alors cependant, il parle aussi de l'industrialisation qui est croissante et qui les marginalise un peu, les arrachant à leur mode de vie communautaire. Et Benjamin il souligne leur rôle dans les transformations urbaines, comme dans les insurrections ouvrières. Et à travers eux, il va montrer aussi comment la marchandise et le spectacle pénètrent la vie quotidienne. En fait, le peuple il devient progressivement spectateur plus qu'acteur. Il ne faut que subir, et Benjamin s'appuie sur des figures comme le flâneur pour illustrer leur position ambivalente entre rêve collectif et aliénation économique. C'est un livre vachement intéressant, je vous le conseille. Et donc, finalement, ce peuple, il représente à la fois la mémoire vivante d'un Paris ancien et la promesse toujours trahie d'une révolution à venir. Et cela nous amène aux thématiques du film. Donc Carnet, avec Prévert au scénario, il crée un monde presque hors du temps. C'est une sorte d'échappatoire poétique à la brutalité du réel, mais ce n'est pas qu'un rêve. Ce n'est pas que une imagination comme ça, c'est plus que ça. En fait, le film, c'est une allégorie. C'est une allégorie, j'illustre ça en disant que c'est une déclaration d'amour à l'art, mais c'est aussi un cri de liberté face à l'oppression. Et dès le début du film, on a un policier qui donc incarne l'oppression, et Garance lui répond, alors je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais elle lui répond « J'adore ça, être libre », alors avec son accent bien sûr, je vais pas vous l'imiter, mais pourquoi pas, on verra. Dire ça quand on est une femme durant l'occupation allemande, j'adore ça, être libre, moi je trouve ça magnifique. Et puis moi, en tout cas, je vois en Garance, et je suis pas du tout le seul, une icône très intéressante face à la masculinité toxique par laquelle elle fait face. Donc vous savez, de toute façon, au-delà de cette vidéo et du cinéma, la question du sexisme, elle est présente de nos jours. Et malheureusement, et lorsqu'on parle de masculinité toxique, je parle d'hommes prenant du plaisir à imposer leurs lois envers les femmes et à les dégrader avec tous les moyens qu'on pourrait évoquer. Ils sont infinis, malheureusement. Et le plaisir, il est exprimé par Garance dans le film. Elle dit qu'elle prend du plaisir à être aimée, à être admirée. C'est une façon à la fois de filtrer les hommes qui lui feraient du mal, et pour d'abord penser à ses propres sentiments, ayant pour but de ne pas être soumise. Et donc, au début du film, après les 3 coups du brigadier, donc le brigadier c'est ce bâton que quelqu'un a au début pour sonner un petit peu le début de l'œuvre, une pièce de théâtre. Donc après les coups du brigadier et du générique, l'œuvre commence avec le rideau qui s'ouvre sur la foule nombreuse présente au boulevard du crime. Et au fur et à mesure, la caméra elle se concentre sur des individus en particulier dont Lévi, on va le voir, elles sont liées. Et le fil conducteur, c'est la recherche de l'amour et la recherche de la beauté du théâtre. Et il semble que le hasard, a priori, ait réuni ces individus en dehors de la foule, se rendant compte en fait que ces individus vont travailler ensemble au théâtre des Funambules. Donc c'est le nom du lieu. Et ces artistes, ils sont à la fois interdépendants et en même temps ils ne peuvent pas totalement exister sans les autres. En tout cas, avec Garance. Et ils forment une espèce de société composée de toutes sortes d'individus. Ajouté à ça, on pourrait parler du thème de l'amour. Évidemment, c'est incontournable. Mais de toute façon,
Quand je parle d'amour, je parle de quel amour? Est-ce que je parle de l'amour idéal, de l'amour fuite, de l'amour possessif ou de l'amour impossible? En tout cas, chacun des hommes représente une facette de cet amour, une symbolique assez précise et une construction au récit. Et Garance, elle semble les transcender tous. Tous les personnages aiment, mais mal. Baptiste, il aime Garance trop idéalement, Frédéric trop passionnément, et le comte, lui, il veut la posséder. Et Garance, elle fuit tous ces carcans. Et le film, il suggère que l'amour véritable ne peut exister sans liberté, mais que cette liberté condamne aussi la solitude. Et puis bien sûr, tout cela est mêlé au thème autour du théâtre. Le théâtre, c'est un lieu d'expression et de mensonge, d'une mise en scène de soi, de reflet de la vie. Le théâtre en salle et le théâtre en extérieur aussi. Quand je parle du théâtre, c'est même toutes les formes d'art liées comme le cirque. Et cet art se vit partout donc. Et on a un double jeu permanent entre scène et réel. Ça, c'est l'un des thèmes les plus intéressants du film, je trouve. Cela amène plusieurs questions. Qui joue vraiment? Et pour qui? Et qui est qui même? On a un mime muet qui exprime plus que des mots. C'est-à-dire que son faciès va davantage exprimer que des phrases. On a un criminel philosophe qui devient poète. En somme, le film brouille les frontières entre l'être et le paraître. Entre le feu de Frédéric, la glace de Pierre-François, l'eau de Garance et l'air de Baptiste, et ben chaque personnage est un élément. Et le film montre que la passion brûle, mais que sans passion, il ne reste que le néant. Et le film, c'est un hommage forcément au théâtre, mais pas seulement comme décor. On pourrait même dire qu'il y a 3 niveaux de représentation. On a le théâtre réel, donc le boulevard du crime, ses spectacles et ses acteurs. On a le théâtre en intérieur, avec les rôles que les personnages se donnent dans la vie. Et puis le théâtre cinématographique. La caméra qui est une scène en soi, ou la caméra comme scène, en fait ça dépend des interprétations que vous avez, et le film comme une pièce. En gros, c'est un hommage à l'art en général, pas qu'au théâtre. Au cinéma parlant, bien sûr, parce qu'on a affaire à un film parlant, mais aussi au cinéma muet, grâce à Baptiste, par exemple. Et chacun de ces cinémas est représenté par des personnages en particulier. Même à la poésie, parce que les dialogues sont très poétiques. N'importe quel dialogue. Donc on a un film qui mélange séquences très écrites et séquences vivant avec l'image. Et on a une balance entre les deux qui, je trouve, est réussie. Sans oublier, bien sûr, d'autres arts qui sont montrés ou d'autres événements comme le carnaval et la kermesse. Et moi, je trouve ça vachement intéressant parce que on pourrait remettre ça dans le contexte actuel, en 2025, en mai 2025, au moment où j'enregistre ce podcast. Dans une version actuelle du jeu, lorsqu'on fait des jeux de rôle avec des amis, alors on utilise des fois le terme anglais roleplay, qui est souvent employé parmi ces gens-là, et bah, soit en privé, donc entre amis, vous invitez des gens chez vous, ou vous faites ça sur Discord dans votre propre serveur, soit, et ça arrive, en public sur Twitch par exemple, et bah, nous sommes exactement dans la même idée. Ou plus ou moins, enfin ça dépend évidemment de comment vous voyez ça. On pourrait se poser des questions par exemple, est-ce qu'on a des personnes qui sortent trop de leur rôle pour exprimer une volonté de se montrer davantage? Est-ce qu'on a des individus qui n'aiment pas qu'une personne qu'ils aimeraient draguer ou flirter ou juste être un bon ami dans la vraie vie joue le rôle d'un personnage qui ne peut pas être son compagnon ou sa compagne dans l'histoire du jeu de rôle? Et du coup, ils vont tenter de briser les lois dictées par le maître du jeu. Évidemment, c'est pareil dans un jeu vidéo en ligne, bien sûr, surtout les jeux vidéo de rôle. Est-ce qu'il existe des cas où on joue ensemble avec un groupe et par volonté de se rapprocher d'un joueur ou d'une joueuse en particulier, on va avoir des gens qui vont vouloir passer outre les volontés du groupe, quitte à laisser une certaine toxicité dans le seul but d'avoir ce joueur ou cette joueuse un peu pour soi. Donc là, on est vraiment dans un truc de possession parfois, je vous jure. Je vous jure que ça existe. En fait, jusqu'où ils sont capables d'aller dans le mensonge et la mauvaise foi pour atteindre leur but. Parce que ne pensez pas qu'il n'y a pas une dimension théâtrale dedans. Il y a forcément, à un moment donné, ce que je souhaite pas forcément
que ça arrive aux gens, hein, mais il y a forcément une exagération et une falsification des faits dans ce type d'interaction. Donc imaginez, mettez-vous dans un autre contexte, vous êtes dans un MMORPG, en gros un jeu vidéo multijoueur. Prenez par exemple Final Fantasy XIV Online. Évidemment c'est similaire à d'autres cas. En gros, vous faites des soirées en groupe et vous avez pour but de réussir des missions et chacun a un rôle bien défini. Vous voyez qu'il y a un joueur qui est en retard ou qui a des difficultés à aider le groupe, et au lieu de faire remarquer aux autres que ce joueur ou cette joueuse ralentit la progression de l'équipe, vous allez dire qu'il ou elle joue normalement, et vous allez être un peu dans le déni, et vous allez injustement cibler un autre joueur, ça peut arriver aussi, qui n'a rien demandé, et qui suit ses objectifs en fait tout à fait normalement et tranquillement, hein, qui fait les choses bien, et bah, cela casse complètement la dynamique de groupe. Donc je pense qu'à peu près n'importe quel groupe de joueurs sur de tels jeux a connu des variantes de tout ce que je dis, hein. Je pense que ça peut parler à plein de gens, hein. Pas forcément des jeux vidéo, mais vous savez, des jeux de drogue tout court où ça peut arriver, hein. Et donc, on peut dire aussi que les enfants du paradis, hein, bah, ça mêle à la fois art et existence. Moi je trouve que le film il questionne l'identité. Ça questionne l'identité, le masque et le jeu social. Et la question autour de l'identité de quelqu'un est souvent posée. Qui êtes-vous? Qui est ce monsieur chauve? Quel est votre nom? Et dans ce long métrage, on pourrait se demander quel masque prend l'art pour présenter l'existence. Il y a beaucoup de choses faites dans le film autour du masque. Alors bien sûr, en général, parler d'identité, c'est très difficile parce que c'est un concept infini. Et on peut y mettre des tonnes de lectures possibles. Je pense que jusqu'à la fin de l'humanité, c'est des choses qui se feront, hein. Et dans une édition de 2016 de son ouvrage « Identité, l'individu, le groupe et la société », la journaliste scientifique française Catherine Alperne parle justement de l'identité, du masque et du jeu social dans une perspective sociologique et philosophique. Elle souligne que l'identité, ce n'est pas une essence fixe, mais c'est un processus en perpétuelle construction, influencé par les interactions sociales, les normes culturelles et les appartenances multiples. En gros, elle dit que l'individu ne possède pas une identité unique, mais en mobilise plusieurs selon les contextes. Le masque, dans ce cadre-là, c'est une métaphore centrale. Il ne renvoie pas nécessairement à une dissimulation mensongère, mais à un rôle que chacun adopte dans une situation donnée. En gros, le masque, il représente la manière dont l'individu se présente aux autres, souvent en fonction des attentes sociales. Le masque, c'est un outil d'adaptation, parfois protecteur, et parfois contraignant aussi. Il révèle autant qu'il cache. Et le jeu social, quant à lui, c'est l'ensemble des interactions dans lesquelles les individus s'engagent quotidiennement. Et inspiré par les travaux du sociologue américain Erving Goffman, Alperne montre que la vie sociale fonctionne comme une scène de théâtre. On y est. Chacun y joue un rôle en fonction de la situation et des personnes en présence. Et le jeu social impose des règles implicites, mais laisse aussi place à la stratégie, à la tactique et à la mise en scène de soi. En somme, l'identité se façonne dans cette espèce de va-et-vient entre les masques que nous portons et les rôles que nous jouons. Et loin d'être figée, elle est mouvante, cette identité, elle est relationnelle et elle est construite dans l'interaction. Et il y a aussi une lecture possible de l'identité dans l'ouvrage L'adieu au corps de David Le Breton. Le sociologue français définit l'identité comme une construction fragile, toujours en devenir, qui se forme à travers le regard des autres et les interactions sociales. Et il insiste sur le rôle du corps comme médiateur de cette identité, car c'est par lui que l'on se présente au monde. Et l'identité n'est pas figée, mais elle évolue selon les contextes, les expériences et les choix personnels. Le Breton, il souligne aussi le désir contemporain d'échapper au corps, qui est vu comme une limite à la liberté d'être soi. Et dans un autre ouvrage, Théâtre et théâtralité dans Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, Fabienne Dessèze explique que le film est une réflexion sur l'art et la vie. Elle souligne que Les Enfants du Paradis, c'est une médiation sur le rôle du théâtre et de l'art dans la vie humaine, explorant comment la performance peut à la fois révéler et masquer la vérité de ses sentiments. Et elle met en lumière la manière dont le long métrage utilise la théâtralité, non seulement comme un thème, mais aussi comme une structure fondamentale de sa narration et de sa mise en scène. On a un autre thème central,
ça va revenir un petit peu sur Garance, hein, c'est la liberté, donc par extension, le libre arbitre. Garance, c'est une femme libre, et cela la rend insaisissable. Et dans une époque de censure, où la parole elle est contrôlée, où les corps sont surveillés, faire un film où on parle de liberté, c'était un acte fort. Et le film, il parle des limites imposées par la société et les conventions, utilisant le prétexte du 19e siècle pour présenter une situation contemporaine du long métrage. Donc, je recite l'ouvrage « Mille et un films à voir avant de mourir », où l'auteur dit la chose suivante. Le film revendique fièrement son appartenance à la culture théâtrale d'un pays vaincu et occupé et propose une réflexion à de multiples niveaux sur la nature de la mascarade, de la fantaisie et de la représentation. Célébration du théâtre comme grand art populaire du 19e siècle, le film mêle la farce, la romance, le mélodrame et la tragédie dans un tourbillon grandiose. Il nous offre un festin de grand art dramatique français, sans oublier l'intelligence, la grâce, la passion et le sentiment que tout est éphémère. Et la mélancolie qui sous-tend le romantisme. Et puis on peut aussi parler de la parole et du silence. Baptiste, mime, il ne parle pas, mais, ou très peu, mais il dit tout avec les gestes. Et je me suis assez reconnu dans son personnage même. Ou un énième exemple que la parole n'est pas nécessaire pour exprimer une émotion. Et on le découvre dans sa fonction de pantomime, où il est immobile, et puis il voit Garance, alors que cette dernière dit qu'il a de beaux yeux. Sous-entendu qu'il a une belle âme. Et puis il sort de son rôle de statue humaine, bougeant légèrement lorsqu'il voit la beauté de cette spectatrice au joli sourire. La scène se poursuit lorsqu'un homme dit qu'on lui a volé sa montre, accusant injustement Garance. Et puis il y a un policier qui demande qui a été témoin. Et puis Baptiste, il se manifeste et il se fait entendre de tout le monde, disant qu'il a tout vu. Et celui qu'on regardait juste avant, il devient à son tour spectateur, et puis vice-versa, puisqu'il va briser sa fonction, mais au lieu d'expliciter avec la parole ce qu'il a vu, il va le jouer. Et ça, c'est une très belle scène. Il imite Garance déjà, ce qui va lui faire plaisir, en étant gracieux et en étant un peu jovial. Et puis, il va imiter cet homme qui a perdu sa montre, mimant déjà sa forte corpulence, et il va le ridiculiser dans son attitude, sous les rires de la foule. Donc son geste, il est silencieux, mais il est éloquent, ce qui est révélateur de la sincérité de ses sentiments. En fait, celui qui lui a volé sa montre, c'est Lassner. Alors, fallait avoir l'œil, mais Baptiste le mime aussi, au passage. Et plus tard, Garance et Baptiste, ils vont travailler ensemble au Théâtre des Funambules. Alors, c'est curieux, mais vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Cela me fait penser à ces sitcoms où les rires font partie de la scène. À la grande différence, évidemment, que les rires des Enfants du Paradis ce sont dans la diégèse du film. C'est-à-dire que ce sont des personnages dedans qui rient. Et cela ne gâche pas au moins le sourire qu'on peut avoir nous-mêmes en tant que spectateurs. Parce que c'est drôle, oui, mais surtout, c'est une situation où le rire il est communicatif. Et je trouve qu'il a sa place. C'est pas du tout forcé, c'est pas comme... vous savez, dans une sitcom où le rire dans ce type de production, il indique au spectateur « Coucou, alors là, tu vas rire parce qu'on veut que tu rigoles, même si tu n'as pas aimé la scène. » En gros, on peut avoir, avec ces deux exemples, deux mondes complètement différents dans la subtilité et le fait de prendre par la main le spectateur. C'est un terme que je vais souvent répéter dans mes podcasts, ça, en fonction des films. Cette scène, donc, de ce pantomime, elle nous respecte, je trouve. Contrairement à une sitcom type... Friends ou The Big Bang Theory, j'aurais pu citer d'autres exemples américains et d'autres pays. Alors, bon, je sais que le concept de ce type de série, c'est ça, c'est que les rires, ils font partie de ce concept. Mais normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas besoin qu'on nous dise quoi penser exactement. Lorsqu'une scène a lieu, on est censé être libre d'interpréter comme on veut. Mais j'expliciterai ça un jour plus tard, quand je parlerai des sitcoms. Et puis, ce n'est pas un hasard si ce film célèbre la liberté de l'art, le pouvoir du théâtre et la résistance discrète à l'oppression. Parmi les interprétations possibles, est-ce que c'est une métaphore de la France occupée? Bon oui, manifestement oui.
Est-ce que c'est une ode à la création, à la nature humaine? Est-ce que c'est un plaidoyer pour la liberté individuelle? Est-ce que c'est un manifeste poétique et politique? Peut-être tout cela à la fois finalement. Et on peut aussi explorer l'idée que Garance c'est une allégorie. C'est une allégorie de la France, de l'art, de la femme libre ou de l'idéal amoureux. Et puis, et si Baptiste, ce mime qui ne parle pas, est-ce que c'est pas un peu l'artiste réduit au silence mais qui est plus expressif que jamais? Et puis bah au cœur du film, donc on a le théâtre, qui n'est donc pas seulement un décor, ça je l'ai dit, mais c'est aussi une métaphore de la vie elle-même. Baptiste, il exprime sans un mot tout son amour pour Garance, souvent. Ce mime, en soi, il devient un espèce de langage pur, presque sacré, et ça se voit dans les scènes théâtrales, vraiment, quand il fait ses pièces de théâtre. Et il fait face à une société où les mots sont souvent mensongers. Et puis on a aussi Frédéric Lemaître, qui joue Othello au théâtre, mais dont la vie réelle, elle est pleine de jalousie, d'orgueil et de souffrance. Et ben il va utiliser cette jalousie qu'il a envers Baptiste pour s'imprégner davantage de son personnage. Et on peut se demander, bah, où est la vraie scène? Où est la vraie personne? Où se situe la barrière? En fait, chaque personnage joue un rôle dans la vie comme sur scène. Et le film nous interroge, une nouvelle fois, hein. Sommes-nous jamais nous-mêmes, hein? Parce qu'après tout, vous et moi, bah, on affiche un visage selon les personnes avec qui on est, et c'est bien normal. Hein. Puis, comment c'est illustré esthétiquement tout ça? Bah oui, évidemment. Parce que 3 heures de film, bah, on en voit des choses quand même. Hein. Bah, évidemment, l'esthétique visuelle de l'œuvre, elle est influencée par le théâtre, mais aussi par la peinture. Carnet il signe ici une mise en scène millimétrée, fluide. En fait, tout cela est au service de sa narration. On est dans un film, je trouve, d'une grande beauté formelle. On a des travelling somptueux, des mouvements de foule gérés avec une maestria rare, hein, surtout pour le contexte de tournage. On a une lumière expressionniste qui a un rôle fondamental dans la construction des images et des émotions. On a des décors gigantesques. Donc en gros, on a une majestueuse reconstitution du Paris du 19e siècle, tout du moins. Un Paris du 19e selon Carnet. On est donc dans une reconstitution monumentale des boulevards parisiens avec ces théâtres populaires, ces marchands, ces saltimbanques. Et puis bah, c'est important parce que dans ce film, la frontière entre théâtre et réalité, elle est poreuse. Et le décor, il devient un peu le miroir de cette ambiguïté. Le boulevard du crime, ce n'est pas qu'un décor de fond. C'est un espace narratif à part entière, c'est un carrefour, c'est un lieu de passage, de théâtre, de prostitution, de crime. C'est un lieu d'effervescence populaire, et elle incarne le monde du spectacle vivant, mais aussi celui des illusions et des faux-semblants. Juste jeter un œil et observer les enseignes, les rideaux et les devantures. Hein. Tout est fait pour attirer l'œil, pour jouer un rôle. C'est clair qu'on ne peut pas s'ennuyer devant le film, c'est impossible. Ce décor, il devient une métaphore visuelle de la vie comme scène de théâtre, où chacun joue son rôle social. Et de plus, Garance, elle est toujours associée à des objets légers, fragiles, des éventails, des fleurs. Et elle vit dans le mouvement. Et dans les scènes où elle apparaît, bah, les décors ils sont souvent ouverts, assez aérés. Et symboliquement, donc ça j'avais dit plus tôt, bah, elle est l'air. Et Frédéric, lui par contre, il est associé au miroir, aux costumes, aux accessoires de théâtre. Il ne vit que pour le regard des autres. Et les objets autour de lui, ils brillent, mais son monde, il est creux. En fait, tout est illusion pour Frédéric. Et quant à Baptiste, bah, il est entouré d'un décor presque vide sur scène, blanc, silencieux. Mais quand il est chez lui, bah, les objets ils sont rares, ils sont choisis, ils sont presque sacrés. Et le décor de sa chambre évoque presque un monde intérieur pur, replié ou sensible. L'absence d'objets bruyants renforce aussi son lien au silence et à la poésie. Et quant à Gassner, bah, lui il traîne dans des intérieurs sombres, bordéliques, où les livres se mettent aux armes. Il incarne le chaos sous un vernis d'intellectualisme. Et puis bah, dans les scènes en coulisses, on a des objets qui prennent un sens symbolique fort. Hein. On a le rideau rouge qui est la séparation entre le réel et la fiction. Alors je sais que c'est un film en noir et blanc, mais quand on connaît un peu le théâtre, on sait que c'est un rideau rouge. Et puis chaque fois qu'on passe derrière le rideau, on change de registre. On passe dans le, entre guillemets, vrai monde du théâtre, celui des passions. Et puis on a les masques, les perruques et les accessoires qui sont des outils de transformation, mais aussi de camouflage.
Et tout cela symbolise cette idée centrale dans le film, que l'on n'est jamais vraiment soi-même. Et puis il y a un autre objet, c'est la lettre manuscrite, qui est un objet classique du mélodrame. Et bien ici, elle intervient plusieurs fois. Elle représente une impossible communication. Dans un monde où les sentiments sont tus, et où l'amour est empêché, la lettre devient un cri à distance. Et les portes, très présentes dans le film, ouvrent ou ferment les possibles. La porte qu'on claque et celle qu'on ne franchit pas. Et ben chez Carnet, la porte, c'est un acte de décision. Et la lumière et les bougies varient aussi selon les ambiances. On a une scène amoureuse, et ben on voit une lueur chaude. On a une scène de tension, et ben on voit une lumière menaçante. En fait, les objets lumineux sont toujours liés à l'état émotionnel des personnages. Tout est pensé, hein, c'est pas du tout du hasard, hein, mais on est presque comme dans un rêve ou dans un cauchemar. Mais Carnet, je trouve que il cherche pas non plus l'effet de style gratuit. Il compose des plans qui accompagnent le rythme du récit et les états d'âme des personnages. On a plusieurs scènes de mouvements de foule, surtout au début et à la fin du long métrage. Hein. On a l'utilisation des ombres. Oh, mon dieu, l'utilisation des ombres elle est excellente. Hein. Dès les premières scènes, les jeux d'ombre traduisent l'ambiguïté des sentiments et des personnages. Dans le théâtre des funambules, les coulisses plongées dans l'obscurité contrastent avec la lumière de la scène, hein, révélant la dualité entre le monde du spectacle où tout est simulé et la réalité plus trouble des passions humaines. Les ombres deviennent alors le reflet de l'inconscient, des désirs inavoués et des conflits intérieurs. Baptiste, lui, il est souvent filmé avec une lumière rasante qui projette des ombres longues, accentuant son isolement et sa rêverie. Et dans une scène emblématique, son ombre se détache sur un mur alors qu'il suit discrètement Garance. C'est une projection visuelle qui exprime la tension entre son amour idéal et son incapacité à agir. L'ombre devient ici prolongement de la pensée, un peu comme une figure de l'âme tiraillée. Et puis les ruelles de Paris, hein, qui ont été recréées en studio, elles sont baignées dans des clairs-obscurs expressionnistes. Ce traitement visuel souligne l'ambiguïté morale du film décrit. On est dans une société où le théâtre et la rue, où le faux et le vrai, où le noble et le misérable se confondent. Les ombres des passants, on a des grilles et des enseignes qui forment un réseau visuel presque, allez, je dirais labyrinthique, et qui renforce l'idée de destin inextricable. Et par ailleurs, les personnages plus sombres comme Eisner, ils sont fréquemment enveloppés d'ombres menaçantes, ce qui traduit leur duplicité, leur potentiel de violence. Hein. Et à l'opposé, on a la lumière tamisée qui entoure Garance, qui joue avec les ombres de manière plus subtile, soulignant à la fois sa beauté et sa part de mystère. Et puis les ombres agissent comme une métaphore de l'art dramatique lui-même. Hein. Dans un monde de masques, de mimes et de trompe-l'œil, la frontière entre lumière et obscurité symbolise celle entre vérité et illusion. Et en ce sens, je trouve que Carnet utilise les ombres pour interroger le rôle du théâtre et de la fiction. Ces zones floues où l'on cache ce que l'on ne peut dire, où l'on révèle ce que l'on voudrait taire. Et Carnet et son chef opérateur Roger Hubert utilisent des éclairages directionnels pour structurer l'espace. Hein. Et même, par exemple, dans la loge de Frédéric, la lumière, elle vient du miroir. La lumière, ici, c'est l'ego et le théâtre. Avec Kastner, la lumière vient de la fenêtre plus haut. Lumière de jugement, presque divine. Chaque source est pensée, en gros. Rien n'est laissé au hasard, hein, vraiment. Hein, et la mise en scène joue un rôle clé dans la représentation de ces formes d'amour. Et Carnet, il utilise le théâtre comme miroir de la vie amoureuse. Les scènes, donc sur la scène de théâtre, reflètent les conflits intérieurs des personnages. La frontière entre théâtre et réalité est floue, hein, ça je le répète, ce qui accentue l'idée que l'amour est souvent un jeu de rôle, un masque que chacun porte. Et la lumière, les décors brumeux du boulevard du crime, en plus de la foule anonyme, tout cela crée une atmosphère de mélancolie qui souligne l'impossibilité de l'amour absolu. Et il y a un autre objet important, c'est le miroir, j'en ai parlé un petit peu avant, qui est aussi utilisé par Garance, qui fait attention au masque qu'elle montrera aux yeux des autres, et un questionnement sur son identité. Parce qu'elle va aussi utiliser le miroir lorsqu'elle va taquiner le comte de Montré, qui est joué par Louis Salou, où elle va taquiner le monsieur sur son statut social, élevé certes, mais qu'il n'y a pas grand-chose sans ça.
Elle lui dit ce qu'elle pense, par exemple, elle lui dit qu'il ne faudrait tout de même pas que les gens l'admirent pour sa beauté, alors qu'il est admiré d'abord pour sa richesse. Le miroir est utilisé comme un avatar ici, pour dire ce qu'elle pense du conte, plutôt que de lui faire face. Si vous voulez, elle est devant le conte, assise face au miroir, et elle le regarde par le miroir. On a certains jeux d'ombre qui évoquent aussi, évidemment, l'expressionnisme allemand. Encore une fois, on parle de ce mouvement, j'en parlerai souvent, je pense plus tard encore dans mes vidéos. Et puis on a les silhouettes projetées sur les murs, les escaliers plongés dans l'obscurité, les visages coupés en deux. Cela renforce les dimensions tragiques du film. Et les Enfants du Paradis, c'est aussi une fable morale sur le théâtre du monde, où les passions humaines laissent toujours une ombre, en gros. Et on peut aussi parler des costumes, qui définissent immédiatement les personnages. Garance, elle est en robe fluide, c'est l'incarnation du désir et de la liberté. Frédéric Lemaître, il est toujours apprêté, il est toujours dans la représentation. Baptiste, souvent en blanc, qui est une figure de la pureté et du silence. Cela va même plus loin dans la symbolique. Garance, elle porte des robes sobres, mais élégantes. Elle est souvent avec des tons neutres qui traduisent à la fois sa beauté naturelle et son indépendance. Elle se distingue des autres femmes par un style épuré, presque intemporel, qui accentue un peu son aura ou son mystère et son pouvoir de séduction. Baptiste, lui, il arbore le célèbre costume blanc de Pierrot, qui évoque l'innocence et la pureté artistique. Et ce contraste visuel avec les habits plus colorés des autres personnages, ça le rend presque spectral par rapport aux autres hommes, ce qui souligne sa nature rêveuse et intérieure. Et bien sûr, je dis coloré, mais je répète, même si on est dans un film en noir et blanc, on voit bien les différences de teinte des habits. Et puis Lassner, lui, il porte des vêtements sobres, plutôt bien taillés, qui marient raffinement et menace à la fois. En fait, il a un style précis qui renforce sa personnalité cynique, intellectuelle et même criminelle. On a des tenues de personnages secondaires, et des foules aussi, parce que quand on fait des costumes, c'est pour tout le monde, qui recréent le Paris populaire des années 1820, 30, 40, avec des boulevards aussi qui sont bien recréés, et les coulisses de théâtre. Et puis les caisses sociales, elles se distinguent clairement par les coupes, par les matières et par les accessoires. En fait, chaque costume devient ainsi un outil narratif. Ces costumes expriment les tensions sociales, les conflits intérieurs et les rapports amoureux entre les personnages. Plus que de simples habits, ils sont des prolongements de l'âme et des rôles joués dans ce grand théâtre de la vie. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait parler des cadrages aussi. On a par exemple un point de vue depuis la foule lors, au début, des scènes de pantomime qui montrent une immersion du spectateur que nous sommes parmi les spectateurs du film. On a aussi une immersion où, durant les dialogues entre deux personnages dans une pièce, la caméra est basse, un peu comme une personne assise, admirant les conversations animées, ou une petite pièce de théâtre dans un film, où le théâtre est le sujet. Alors, on pourrait aussi prendre une scène du théâtre des Funambules lorsqu'on voit Baptiste sur scène. On a un plan séquence qui nous introduit progressivement dans le théâtre, qui traverse les coulisses et qui s'attarde sur les machinistes. Donc c'est un plan très chorégraphié qui traduit la complexité du monde du spectacle tout en immergeant le spectateur que nous sommes. Et là, Carnet il utilise souvent des plans d'ensemble pour représenter la fougue du paradis. Donc les places les plus éloignées. Et à cela, on peut ajouter, ou plutôt on peut évoquer Abel Gance avec son Napoléon de 1927. C'est un cinéma ample, visuel, où l'image est porteuse de lyrisme. Mais à l'inverse, on a des plans rapprochés ou des plongées légères qui soulignent l'isolement des personnages, notamment dans les scènes d'intimité entre Garance et ses amants. Alors, on a un exemple frappant, on a une scène entre Garance et Frédéric dans une chambre. Et le cadrage il se resserre progressivement, qui isole les personnages jusqu'à une quasi-obscurité autour d'eux, comme si le monde extérieur n'existait plus. On pourrait penser au film La Passion de Jeanne d'Arc de Karl Theodor Dreyer, pour cette manière de filmer les visages en gros plan, d'aller chercher l'émotion dans les purs. Carnet il joue en permanence sur la frontière entre fiction et théâtre. On a même certains plans qui recréent délibérément des compositions picturales proches de la scène.
qui sont frontales, éclairées à la rampe avec des décors peints. C'est une mise en scène théâtralisée bien sûr, mais sans être statique. Et elle donne au film une qualité un peu de mythe et de tragédie intemporelle. Et la foule elle est montrée de telle sorte que l'écran soit débordé de personnes, montrant l'impressionnant détail apporté au remplissage de cet écran. Hein. Quand vous voyez l'écran, vous avez l'impression que c'est bondé, c'est impressionnant. Hein. Et donc l'esthétique, elle est à la fois naturaliste et stylisée. Donc les décors de Troner, c'est un peu un monde à part entière. Alors ils sont crédibles hein, déjà, mais ils sont sublimés. Et puis bah, les costumes, ce sont des allusions aussi. Le boulevard du crime, qui est donc célèbre pour ses théâtres populaires, et bah, il est reconstitué en studio, et bah, il fourmille de détails. Hein. Chaque boutique, chaque enseigne raconte un peu une histoire. Hein. Le film est réaliste tout de même, mais sans être documentaire pour autant. Il est poétique, mais sans être abstrait. Et donc, dans la lignée du réalisme poétique, eh ben, l'esthétique de l'œuvre mêle naturalisme et poésie visuelle. Hein. On a des décors ultra détaillés, une reconstitution historique du Paris de ces années-là, durant le 19e siècle, à peu près vers le début-milieu, mais on est toujours traversé par une forme d'onirisme. Et visuellement, le film se distingue par une esthétique du clair-obscur, héritée de la peinture classique. Regardez par exemple la scène de nuit où vous avez Baptiste qui rejoint Garance dans une ruelle. On a des jeux d'ombre qui sculptent les visages, qui soulignent la tension dramatique, et on peut penser à deux peintres avec ça. On peut penser au néerlandais Rembrandt et à l'italien Caravage. Et bien comme eux, la lumière du film vient toujours révéler une émotion ou un conflit intérieur. Et chez Carnet, c'est une voix un peu invisible. Elle dit ce que les personnages taisent. Et dans les scènes d'intérieur, elle isole les personnages, elle isole les visages surtout, et elle accentue les silences. Et dans les scènes de foule, elle devient presque chorégraphique. Par exemple, dans la scène finale, où, alors que la foule envahit le boulevard, on a Baptiste isolé qui pleure Garance. Il est littéralement avalé par l'ombre, alors que la lumière elle s'attarde sur le costume du personnage et de la foule. Et c'est poétique et déchirant à la fois. Hein. La foule, elle empêche Baptiste de rejoindre Garance. Et ce n'est pas seulement Baptiste qui n'y arrive pas. En fait, la foule, c'est la société ou le destin, selon ce qu'ils veulent imaginer. Et ce destin va décider que Baptiste ne sera pas heureux avec Garance. Donc ce dernier plan, il est essentiel. Il ne reste aucun objet, il n'y a plus de lieu sûr. Le décor lui-même se fait obstacle à l'amour. Donc ce film, c'est un film tragique, bien sûr. L'amour n'y trouve jamais sa résolution. Donc chacun aime mal ou à contre-temps. Et il y a là quelque chose de l'absurde d'Albert Camus, comme dans le mythe de Sisyphe, où l'homme est condamné à répéter un effort sans fin. Et ben, les personnages du film semblent pris dans une boucle fatale de désir et de perte. Et Baptiste, à la fin, il court vers Garance, mais elle s'éloigne, perdue dans la foule. Et ben, cette scène finale, c'est une métaphore puissante de notre condition humaine. Nous courons vers ce que nous croyons essentiel, mais il nous échappe toujours. Et Camus, lui, disait il faut imaginer Sisyphe heureux. Alors peut-être faut-il imaginer Baptiste heureux de courir, même sans fin, pourquoi pas. Et que dit ce film? Aussi une autre question, de la société française de l'époque, quand bien même il se passe dans un contexte du 19e siècle. Bah déjà, le film il évoque les tensions sociales, il évoque les inégalités, les illusions du romantisme et les contradictions de la liberté individuelle dans une société hiérarchisée. Alors, déjà, il faudrait préciser que, du point de vue historique, on est, je répète, dans un Paris populaire. C'est une toile de fond qui permet au film d'aborder des rapports de classe. On a les aristocrates comme le comte Édouard de Montré qui tentent d'acheter l'amour, tandis que les artistes, souvent pauvres, incarnent une forme de pureté et de sincérité. Et aujourd'hui encore, hein, ce n'est qu'un faible pourcentage d'artistes qui arrivent vraiment bien à vivre de sa passion. Hein. La figure de Baptiste, déjà, qui est un mime rêveur et silencieux, cela oppose la beauté de l'âme à la violence du monde réel, incarné par exemple par Édouard de Montré. À travers lui, le film il suggère que la poésie et l'art, ce sont des refuges face à la brutalité sociale. Et il parle aussi Carnet de la France occupée. Tournée clandestinement sous Vichy,
Le film est traversé d'une profonde nostalgie et d'une volonté de résistance culturelle. Et les personnages y cherchent à préserver leur dignité, leur liberté d'aimer et de créer dans un monde régi par des forces oppressantes. Lassner, il incarne le refus de se soumettre, y compris par la violence, tandis que Frédéric choisit l'ambition et la reconnaissance publique. La société décrite est marquée par des apparences trompeuses. Garance, avec dérange par sa liberté sexuelle et morale. Elle est adorée, mais jamais une possession, attention. Hein. Et le regard que la société porte sur elle traduit les normes patriarcales et le contrôle exercé sur les femmes. Hein. Pourtant, elle reste l'incarnation d'une femme moderne, émancipée, affirmant sa liberté face aux conventions. Alors, il faudrait aussi parler de la musique, de Cosma, qui accompagne, mais sans jamais s'imposer. Hein. Moi, je trouve que la musique, elle souligne, elle guide un peu, et parfois, elle s'efface. Cosma, il compose une bande sonore assez discrète. On a aussi un travail sur le son qui est assez remarquable, avec le bruit des foules, les silences pesants, les dialogues aussi qui sont accompagnés par cela. En fait, je trouve que ça en fait un peu des musiques un peu ciselées. Et moi, je trouve qu'il y a un rapport entre le silence du mime et les bruitages du monde extérieur, mais il y a aussi une place importante de la musique dans des scènes clés. Voilà. En gros, c'est comme ça que je pourrais qualifier la musique. Autre chose qu'on pourrait préciser, c'est que c'est toujours intéressant de se rappeler la façon de parler d'une époque. Bon, là, je parle d'un film français, donc là, je m'adresse vraiment aux Français, pas que aux francophones, hein, parce que les francophones, bah, il y en a aussi en Québec, en Belgique, en Suisse ou ailleurs. Là, je parle vraiment de la France. Bah, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu un témoignage de la société et comment elle était, même si c'est théâtralisé, bien sûr. Hein. Et même si c'est dû aux acteurs eux-mêmes ou à une volonté du réalisateur, et bah, je trouve que l'intonation elle est significative de son temps. Je pense que si vous avez écouté mon podcast précédent et que vous écoutez celui actuellement, bah, vous avez déjà cerné un petit peu mes intonations, ma façon de parler et mon accent. Bah là, il en est de même dans ce film sorti en 1945. On peut faire des comparaisons. Marcel Carné, déjà, c'est un grand directeur d'acteurs. Je pense que ça fait pas de doute. Hein. Et puis, bah, on a cette actrice, Arletty, l'illustre Arletty, actrice qui joue le personnage principal de Garance, avec son accent parisien populaire, bien significatif. Elle a aussi donc une attitude où on voit comment elle est fait pour... son personnage, en tout cas, hein, pour attirer le regard des hommes. Et cela correspond, je trouve, son jeu d'actrice avec les autres personnages masculins, à la personnalité et au jeu des interprètes. Je pense que c'était, bon, ça a même été écrit, hein, que c'était une volonté de la part de Jacques Prévert d'avoir des acteurs qui correspondent totalement aux personnages. Hein. Ils ont même pas besoin d'habiter ou de faire, entre guillemets, des efforts. Disons qu'ils sont naturels et théâtraux à la fois, si je puis dire. Mais vraiment, tout a été pensé pour se concentrer sur leur caractérisation avec des rôles qui collent aux acteurs. Donc, bien sûr que c'est un jeu théâtral et intime, c'est une manière qu'ont les acteurs un peu de surjouer pour mieux atteindre, paradoxalement, une vérité plus grande. Moi, je trouve qu'il y a une belle alchimie entre les acteurs. Ils sont assez crédibles, hein, ils sont même très crédibles. Et puis, il y a des choses visibles sur les regards, les postures, les moments de silence. Je trouve que chaque interprétation nous dit quelque chose de chacun des personnages principaux. Hein. On en apprend sur leurs failles et leurs désirs. Hein. Alors aussi, je précise un truc que j'ai pas dit plus tôt, mais Frédéric Lemaître, Baptiste de Bureau et Lassner, bah, c'est trois hommes de spectacle qui ont réellement existé. Par contre, Garance, c'est un personnage créé pour ce film, qui symbolise l'image de la femme désirée, mais qui est libre de mener sa vie comme elle l'entend. Et puis, bah, on a les dialogues de Prévert, hein, qui participent largement. Chaque phrase semble être à la fois simple et ciselée, ou même ancrée, ou même suspendue. Alors, Letty, par exemple, elle est incandescente dans un rôle qui semble être fait pour elle. C'est vraiment le rôle de sa vie, probablement. Hein. Elle incarne une allégorie de la France. Jean-Louis Barrault, qui est bouleversant dans le mime Baptiste, il apporte une certaine vulnérabilité. Pierre Brasseur, en Frédéric, il est à la fois grandiloquent et touchant. Et Marcel Héran, qui est glaçant en Lassner, avec un travail de réalisation
assez impressionnant autour de son attitude. Hein. D'ailleurs, à préciser que Prévert, il avait lu les mémoires de Lassner pour cerner qui il était. Et puis, les dialogues, donc qui sont signés Prévert, ça s'entend. Ça s'entend si on est familier de son art. Chaque phrase sonne comme un vers, un peu comme un cri du cœur ou un aphorisme. Donc aphorisme, c'est une phrase résumant en peu de mots une vérité fondamentale. Et dès le début, Garance, elle dit Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un aussi grand amour, hein, répondant à la cour que lui fait Frédéric. Garance, elle part et notre petit chaud lapin Frédéric, il va accoster une autre femme exactement de la même façon qu'avec Garance, décrivant très rapidement le type de goujat qu'il est. Hein. Les dialogues, ils donnent au film une âme, un rythme, un peu une musique intérieure. Ils subliment les émotions, mais sans jamais être niais, je trouve. On n'en est pas à ce point-là encore. Hein. Et on y trouve une poésie du quotidien. Par contre, Prévert, il fait parler des personnages du 19e siècle, mais comme s'ils vivaient en 1945. C'est un anachronisme volontaire qui rend un peu leur humanité universelle et compréhensible pour les spectateurs de l'époque, même aujourd'hui. Hein. Et puis, avec tout ça, on peut considérer que les personnages, c'est des archétypes, avec de multiples rivalités en jeu. Donc on va encore développer sur les personnages. Garance, c'est la liberté incarnée. C'est une femme en avance sur son temps. Elle est très intelligente. Elle est un peu la définition de l'amour, selon les hommes qu'elle rencontre. Hein. Mais elle refuse les étiquettes. C'est une courtisane pour certains, c'est une muse pour d'autres. Elle se définit par sa liberté de vivre et de penser. C'est une femme moderne, à l'image de son interprète. Hein. Et comme elle le dit elle-même, mais moi, j'aime sans raison. Elle dit aussi, je suis comme je suis. Et très vite, elle se montre dans une baignoire, entourée d'hommes qui la contemplent, montrant déjà l'objet de désir qu'elle est. Hein. Autant qu'elle est un peu une figure maternelle. Hein. C'est un peu ça. Hein. Et puis, elle est habituée à être draguée. Elle aime librement, sans possession et sans contrat. Peut-être pour cela que on n'a aucun homme qui ne parvient vraiment à la garder. Hein. Louis Aragon disait que la femme est l'avenir de l'homme, et Garance, elle en est une belle représentation, sublimée par les textes de Prévert qui lui apportent un vrai respect. D'ailleurs, je pense que Prévert, il savait écrire pour Arletty, hein, parce qu'elle est au cœur du film, elle est aimée de tous, mais elle est toujours indépendante. Hein. Et puis son nom évoque une fleur, c'est la passion et la douleur. Elle est tiraillée par la vérité à laquelle croire. Elle est confuse dans ses sentiments, même si sa répartie, elle est excellente. Hein. C'est une répartie qui fait office de masque afin de contrer les hommes toxiques. Elle sait très bien dans quelle société elle vit. Garance, elle est d'abord manipulée, ou en tout cas on essaye de la manipuler, mais c'est une femme d'une classe sociale modeste qui va comprendre petit à petit comment faire pour résister à ce patriarcat et cette lutte de classe sociale. Elle sait qu'elle plaît, elle va utiliser cet atout refusant le système patriarcal dans lequel elle vit. Elle va chercher à contrôler sa vie dans un moment où elle voit qu'elle risque de s'enfermer. Alors, depuis le début du podcast, j'appelle Garance parce qu'en effet tout le monde l'appelle ainsi, mais en fait son vrai nom c'est Claire. Son nom de famille n'est jamais évoqué, et elle dit à un moment qu'elle ne connaît pas son père. Hein, et elle va dire son vrai nom, en disant qu'elle s'appelle Claire. Et puis on va lui demander en retour, c'est quoi, ok, ton prénom c'est Claire, mais c'est quoi ton nom de famille? Et puis elle répondra, Claire comme de l'eau de roche, Claire comme le jour. Et effectivement, elle est sans filtre, elle est transparente, y compris quand le commissaire l'interroge sur une tentative d'assassinat, où elle se fiche de lui, le taquinant avec la répartie qu'on lui connaît. Et puis on a le rêveur pur, on a Baptiste de bureau. Il rêve d'un amour absolu, et il aime sans condition. Il est épris de Garance, mais son idéalisme le condamne à l'attente. Garance ne peut pas lui rendre un amour réciproque, alors qu'il avait une opportunité qu'il n'a pas saisie. Garance, pourtant, semblait intéressée à avoir une aventure avec lui, et Baptiste, ayant pris peur de ne pas y voir un amour platonique en retour, et a fui. Pourtant, ça se voyait que Garance elle avait très envie de lui, ou plutôt, allez, pour être plus précis, une envie d'assouvir un besoin sexuel. Mais comme elle faisait confiance à Baptiste, elle était dans un certain confort. Hein. Et puis, comme par hasard,
Frédéric, c'est voisin de chambre de Garance à ce moment-là, puis il viendra avec elle tremper son biscuit. Baptiste, c'est un mime un peu lunaire, qui est à la fois silencieux, intériorisé et expressif. C'est l'âme d'un artiste. C'est un homme spontané, c'est un peu l'image de l'idéal romantique. Il peut faire penser à Buster Keaton ou à Charlie Chaplin, rappelant les grandes heures du cinéma muet. Chaplin surtout, si on pense au temps moderne ou au Kid, où on retrouve cette même humanité tragique, ce regard tendre sur les marginaux aussi. Baptiste, c'est un Pierrot, c'est une figure de l'innocence blessée, à la manière du vagabond de Chaplin. Il représente l'idéal romantique, c'est l'amour pur, platonique, un peu inaccessible. Il aime Garance sans jamais pouvoir la posséder. Garance, elle aime Baptiste, mais elle refuse d'être enfermée dans une relation exclusive ou dépendante. Et le fait qu'elle dise que l'amour n'est pas fait pour elle montre sa lucidité face aux illusions romantiques. Baptiste, il vit dans un monde intérieur, dans une tristesse silencieuse. Et, dans la revue Cinémaction, la critique littéraire Daniel Gazira-Gaster dira sur Baptiste: Baptiste, qui respecte Garance, ne la comprend pas et ne devine pas ce qu'elle attend de lui. Il imagine, conforme aux stéréotypes de la femme idéale, compliquer chose, alors que la jeune femme, elle le dit elle-même, est simple. Et oui, parce que Baptiste, lui, il dira à Garance: je tremble parce que je suis heureux, et je suis heureux parce que vous êtes là tout près de moi. Je vous aime, et vous, Garance, m'aimez-vous? Puis Garance, elle répondra en deux temps. D'abord, elle répondra comme un enfant, c'est dans les livres qu'on aime comme ça, et dans les rêves, mais pas dans la vie. Et plus tard, elle dira je vous en prie, Baptiste, ne soyez pas si grave, vous me glacez. Il ne faut pas m'en vouloir, mais je ne suis pas comme vous rêvez. Il faut me comprendre, je suis simple, tellement simple, je suis comme je suis. J'aime plaire à qui me plaît, c'est tout. Et quand j'ai envie de dire oui, je ne sais pas dire non. Et puis bien sûr, hein, on a cette scène finale, je répète, mais il traverse une foule en pleurs sans jamais les retrouver. C'est une image d'une tristesse universelle. Il a un art muet, mais profondément éloquent. Et donc Baptiste, c'est à la fois un observateur du monde et à la fois un homme qui est prisonnier de ses émotions. Et puis Frédéric Lemaître. Frédéric Lemaître, c'est le feu de la passion. C'est le coureur de jupons qui aurait fait fureur sur Tinder. C'est un acteur plein d'ambition, beaucoup d'orgueil et aussi beaucoup d'humour. C'est l'inverse de Baptiste. C'est un homme extraverti, assez verbeux, exubérant, narcissique, égocentrique, qui veut conquérir, il cherche à séduire et à briller. Et ce cabotin, il aime Garance, mais aussi le public. Il est en quête de reconnaissance. Et il est jaloux de Baptiste, alors de son talent d'acteur, et de l'amour entre lui et Garance. Bien que chacun n'a pas les mêmes sentiments l'un pour l'autre, de la même façon, on va dire, comme on l'a vu avant. Frédéric, son art de jouer sur scène reflète son instabilité affective. Il aime jouer l'amour, autant sinon plus que le vivre réellement. C'est le masque vivant du théâtre comme vanité, mais aussi comme vérité fugace. Il symbolise le théâtre comme art social, bruyant, expressif. Il est toujours en représentation. Et même avec Madame Hermine, c'est Frédéric qui faisait brûler de désir cette femme, la taquinant et la chauffant, on peut le dire, elle-même n'osant pas dire ce qu'elle pense réellement, car comme elle le dit elle-même, vous allez me faire dire des bêtises. Alors bon, mon point de vue, il se comporte comme un prédateur, mais pas comme un homme respectueux des femmes. Et vers 32 minutes de film, il va sauver une pièce de théâtre, interrompue et rendant furieux les spectateurs. Un des personnages jouait un lion, avec un costume de lion, et Frédéric il va reprendre ce costume et il dira les chrétiens demandent à un lion. Et là, en fait, il fait une allusion ironique au jeu du cirque romain, où les chrétiens étaient jetés au lion pour divertir le public. Et par cette phrase, il va critiquer le goût du public pour les spectacles violents ou sensationnels. Et il suggère que les spectateurs veulent du drame, ils veulent du sang, ils veulent quelque chose de spectaculaire. En 2025, ça n'a pas changé. C'est depuis tout temps. Cela reflète aussi la cruauté voilée de la foule et le cynisme du monde du théâtre. Frédéric il souligne ainsi la frontière floue entre art et divertissement de masse. Et il se comparera peu de temps après à Jules César et à d'autres grands noms qui ont dominé le monde ou une partie du monde. Et puis Lassner, Lassner, le cynique désabusé. C'est un criminel raffiné, c'est un intellectuel cultivé qui est aussi méprisant. Lassner, c'est le double maléfique
de Frédéric. Il se dissimule sous une carapace d'intelligence froide, il refuse les émotions et il manipule les gens, il crée volontairement la discorde. Il ne croit en rien sinon en lui-même. Et puis son obsession pour Garance est motivée par une volonté de possession plus que par de l'affection. Il se décrit ainsi de toute façon, hein. Je ne suis pas cruel, je suis logique, ou je ne suis pas comme les autres. Ce misanthrope aime en haïssant. Il détruit ce qu'il ne peut posséder. On a une scène remarquable qui le représente très bien, hein. Il avoue vouloir tuer pour s'affirmer comme artiste du crime, hein. Son nihilisme contraste avec l'idéalisme de Baptiste et nous rappelle que les dangers du désenchantement absolu aussi. Il montre une habilité du débat, hein, remarquant quand les gens ne répondent pas au sujet de la discussion, expliquant parfois qu'ils répondent à côté. C'est un homme en fait qui est attentif aux mots et à la logique des échanges et des débats. Là-dessus, il est très intéressant pour ça, hein. Et quand il rencontre Édouard de Montré, il va dire oh, je brûlais du désir de vous voir. Et donc avec ce conte, il dit qu'il a toujours le choix des armes, armes intellectuelles, armes de persuasion et armes pour tuer, hein. Et donc il incarne la noirceur de l'époque, hein. Il cultive une esthétique du crime. En fait, on pourrait dire qu'il tue avec style, et qu'il pense comme un poète et il agit comme un anarchiste. Alors on pourrait ici convoquer Georges Bataille qui, dans La littérature et le mal, décrit cette jouissance de la transgression. Gassner, il incarne ce point limite où le langage devient arme. Il cite, il ironise et il sème le trouble. C'est une figure baudelairienne du dandysme noir. Et Garance, qui essaye de résister au début, et elle va dire à Gassner, quand elle s'ennuie, oh là là, j'aimerais bien un peu de divertissement. Et puis en soi, Gassner, il va considérer que c'est une proie un peu facile. Mais plus tard, notre chère Garance, elle va vouloir partir, hein, disant à Gassner que c'est avec lui qu'elle s'ennuie. Et puis dans une analyse du film en 2012, on a Philippe Morisson qui évoque l'écrivain américain Edward de Turck qui a eu un entretien avec Carnet en 80. Turck mettra en évidence que Gassner représente pour Carnet une idéalisation. À l'époque, Carnet porte toujours un masque qui ne correspond pas à son identité réelle. Son comportement agressif et autoritaire sur le plateau est une stratégie destinée à détourner l'attention de ceux qui auraient tendance à stigmatiser ses écarts hors studio par rapport aux critères dominants de la masculinité. Et puis, il précisera aussi que dans la vraie vie, Gassner était homosexuel. Alors pour appuyer cela, on pourrait dire que il y a des preuves, entre guillemets, puisque le personnage, il a un complice qui s'appelle Avril, joué par Fabien Loris, qui semble beaucoup l'apprécier. Et dans l'ouvrage L'homosexualité dans le cinéma français, Alain Brassard parle de la possibilité que Gassner ait été imaginé comme homosexuel. Et à préciser aussi que Carnet était homosexuel lui-même, hein, mais la censure aurait empêché un tel personnage d'exister, d'après Arletty, hein. Et puis enfin, on a le comte de Montré. Bon, là, je vais être plus court pour lui. Lui, il représente le pouvoir, c'est l'appropriation amoureuse. Il propose un amour de domination basé sur le pouvoir et la richesse. Et il enferme Garance dans une cage dorée, symbolisant un amour intéressé et aliénant. Donc vous voyez tous ces hommes, avec toute la description que j'ai fait sur les hommes et Garance, ils gravitent autour de Garance. C'est un peu comme des planètes autour d'un soleil indifférent. Il représente les différentes étapes de l'amour. Et le film montre que l'amour, un peu comme l'art, c'est une affaire de regard, d'illusion et de distance. Alors on pourrait aussi convoquer Diderot avec son paradoxe sur le quotidien. Diderot y affirme que le bon comédien est celui qui ne ressent pas vraiment l'émotion qu'il joue, mais qui la reproduit avec maîtrise. Frédéric, par son amour du jeu, c'est ce comédien diderotien. Et Baptiste, en revanche, il semble incarner un peu l'opposé. Il vit sincèrement ce qu'il joue. Et cette opposition renvoie aussi à un questionnement nietzschéen. Dans La naissance de la tragédie, Nietzsche oppose l'apollinien et le dionysiaque. Frédéric, c'est l'apollinien, maître de la forme et de la représentation. Baptiste, c'est le dionysiaque, irrationnel, bouleversé et brûlé par la passion. Leur art, c'est une manière d'être au monde, une esthétique de l'existence aussi. Alors je pourrais parler de tellement d'autres acteurs, tant le casting est fourni, hein.
Mais j'aimerais évoquer Maria Casares, qui joue Nathalie, qui est d'origine espagnole et qui a appris le français bien sûr, et ça s'entend presque pas son accent, qui est donc la fille du directeur des Funambules, qui va devenir la femme de Baptiste, une femme dévouée à Baptiste, avec qui elle aura un enfant. Et puis Pierre Renoir, donc, qui était le frère de Jean Renoir et le fils du peintre Auguste Renoir, qui va jouer Géricault, la trompette comme il s'appelle lui-même, faisant office de personnage parasite, informateur et collaborateur à l'aspect repoussant. Donc on a deux autres performances que je trouve assez formidables et qui complètent une distribution faramineuse. Et pour revenir sur Nathalie, vers 36 minutes de film, on a Nathalie qui est avec Baptiste. Elle lui demande pourquoi est-ce qu'il a une fleur. C'est une fleur que lui avait lancée plutôt Garance. Nathalie, elle est filmée en contre-plongée, se montrant en position d'attente de quelque chose de la part du pantomime. Elle se met à genoux à ses côtés. Et dans cette même analyse de film dont je parlais plus tôt, Morisson, il va dire la chose suivante. Si certains ont vu dans ce personnage l'incarnation de la femme au foyer qu'on emprisonne son rêveur de mari, eh ben c'est une erreur. Hein. Garance et Nathalie sont deux incarnations de l'amour romantique. L'une est idéalisée par Baptiste, l'autre, confiante et sûre d'elle, réaliste, incomprise dans son malheur. Donc en fait, il faut préciser autre chose. Hein. Parce qu'ils ont un enfant, Nathalie et Baptiste. Et à un moment, Garance, déjà on va la voir dans une loge avec un masque sombre, enfin, un masque noir, et puis elle va voir l'enfant. L'enfant, il va aller se présenter à Garance, puisque elle n'avait pas vu Baptiste depuis quelques années. Donc l'enfant, il va se présenter, il va dire bonjour, voilà, et ben, il s'appelle Baptiste aussi. Hein. Je suis tel enfant, oh là là, est-ce que tu as... Il va lui poser des questions, est-ce que tu as un enfant, est-ce que tu t'es marié il va résulter évidemment des questions, hein, parce que bah, elle... Alors, si en plus on fait son parallèle avec la vie privée d'Arletty, c'est assez particulier, hein. Je vais en parler à la fin, mais déjà, elle pourrait se dire oh, bah, c'est dommage parce que c'est un enfant que j'aurais pu avoir avec Baptiste. Et puis elle va se poser des questions sur sa propre vie, sa propre existence. Hein. Et le gamin, il joue bien en plus, hein. Il joue vraiment très bien. Hein. Donc moi je trouve que c'est une scène assez touchante. Et puis on va parler d'un autre personnage, le chiffonnier, Géricault. Ce colporteur qui est un peu mystérieux, bah, c'est une omniprésence dans l'ombre. Il observe et il commente l'action. Il vend des objets, il raconte des ragots, mais il incarne surtout une figure de témoin, de conscience obscure, voire de prophète ironique. Ben, son rôle il est ambivalent. C'est à la fois un homme comique et inquiétant. Il appartient au monde des marges, entre la scène et la rue, et entre la fable et le réel. Il observe les autres, mais sans jamais vraiment être impliqué, voire même inquiété. Comme un cœur antique. Il semble tout savoir, tout pressentir, et ses paroles ont souvent une portée symbolique. Il annonce d'une certaine façon les désastres à venir. La manière dont Géricault est filmé renforce cette impression de transition. Il surgit souvent à la lisière du cadre, dans des plans nocturnes, dans les coulisses, ou les coins sombres presque comme une ombre. Et sa silhouette dégingandée, sa voix nasillarde, son regard en coin accentue son étrangeté. Et puis la lumière joue souvent avec son visage, sculptant des zones d'ombre qui renforcent son aura d'ambiguïté. Géricault, il représente une sorte de conscience populaire. C'est un peu une mémoire vivante du boulevard du crime. Il est aussi le miroir grinçant des ambitions des autres personnages. Alors que Garance, Baptiste, Frédéric et Lassner, ils vivent dans la passion, l'art ou le crime, hein, pour Lassner, et ben Géricault, il reste à la marge. C'est un survivant, c'est un ironiste qui traverse l'histoire, mais sans y laisser d'empreinte directe. C'est un personnage qui incarne un peu le peuple spectateur, à la fois fasciné, mais un peu désabusé. Et il observe les enfants du paradis, donc les spectateurs du théâtre comme ceux du film, et il nous invite à réfléchir sur le théâtre de la vie. Moi, je trouve ça intéressant qu'il se mêle des affaires qui ne le regardent pas, alors que personne ne s'intéresse à lui. Combien de fois j'ai vu cette situation moi-même, misère. Donc cette panoplie de personnages, elle complexifie le puzzle amoureux, évidemment. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, dirait Blaise Pascal. Il y a sûrement un autre personnage qui étrangement symbolise l'idée que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, est acteur de la société pour arriver à ses fins. C'est celui d'un mendiant semblant être aveugle,
jouant sur la pitié de sa maladie pour gratter de l'argent, ou pour gratter quelque chose. Et Baptiste, il va se rendre compte que ceci est faux, hein. C'est un homme qui voit très bien. Il ironise même en disant t'en crois pas tes yeux, hein. Mais notre comédien, il est surpris de son insolence, mais il se rappelle tout de même que il est acteur lui-même, Baptiste, et il s'est dit je me suis bien fait avoir, hein. Et dans un article anglais sur le film en 2012, Dudley Andrew, il dira que ces nombreux personnages secondaires qui constituent le film, ils font partie un peu d'un grand opéra, tissant un ensemble de voix lyriques s'exprimant avec abondance dans des groupes de 2, de 3 ou des fois de 4 personnages, dans des gros plans qui se concentrent sur des instants de vie magnifiés par Carnet, l'effet étant décuplé car ils sont placés sur fond de scène chorale. Et Andrew, il dira aussi la chose suivante. Tous les types d'expressions sont mobilisés pour exalter les sentiments des personnages, dont les vies sont tissées de fils entrecroisés selon un schéma fataliste. Chaque personnage, accessoire et dialogue semblent prémonitoires. Jéricho, le chiffonnier assimilé à un collabo par exemple, erre dans les rues en criant au malheur, récitant ses vers en litanie. Les objets primordiaux sont sanctifiés par leur récurrence et par la prononciation si délicieuse de leurs noms comme la lune, le miroir ou la fleur. Et il faut bien sûr parler de Lassner à la fin, qui assassine le comte de Montré. Oui, déjà j'ai dit la fin. Je pense qu'après, je sais pas combien de temps d'heures de podcast, au bout d'un moment, il faut avoir vu le film. Ceci constitue un moment clé, hein, c'est révélateur des tensions sociales et des passions humaines de l'histoire, hein. La scène se déroule évidemment à la fin de la partie L'Homme Blanc, alors que Garance, c'est la maîtresse de Montré. Et donc, juste avant l'assassinat, on a une atmosphère lourde et tendue qui s'installe. Le comte de Montré, il tente d'imposer son pouvoir à Garance, la femme qu'il aime, mais qui, elle, ne l'aime pas vraiment en retour, voire même pas du tout, je trouve, hein. Et Garance, lui refuse cet amour. Et cet échange, donc, met en lumière l'échec du comte à posséder ce qu'il désire. Garance et Baptiste, ils vont se revoir après une pièce, et elle lui confie qu'elle regrette qu'il n'ait pas vécu cet amour convenablement. Et Lassner, il retrouve notre cher comte de Montré, le provoquant avec malice, ce qui ne plaît pas à notre sugar daddy qui demande à le sortir dehors. Puis Lassner, comme il n'accepte pas cette humiliation, il va dévoiler la tromperie entre Garance et Baptiste. Parce que Garance et Baptiste, ils sont dehors, pas loin de la scène, eux, les autres ils sont à l'intérieur, et puis il va ouvrir le rideau, et tout le monde va découvrir la vérité. Et il dira même « Je viens de savourer un instant d'une rare qualité, jouissant de cette révélation ». Et puis Lassner, il va exécuter ensuite son plan avec une froideur méthodique. Lassner, en fait, il représente, vous savez, cette figure de revanche sociale, méprisant l'aristocratie et les normes morales, aimant provoquer une guerre des mondes. Donc, notre Lassner, il agit à la fois par goût du défi et pour affirmer sa supériorité intellectuelle sur les puissants. Donc à la fin, ce qui se passe, c'est que on a une mise en scène, donc bien sûr, qui est sombre et qui est marquée par une tension dramatique, accentuée par les jeux de lumière et les silences courts. Lassner et son complice, ils vont retrouver le comte au bain turc. Alors qu'en plus, le comte, il attendait réellement 2 hommes, mais évidemment, c'était pas cela qui était prévu, hein. Dans une scène hors champ, le comte va être assassiné, où on peut supposer que le geste de Lassner prend une dimension symbolique. C'est l'effondrement d'un monde figé et injuste. Et le meurtre a lieu hors champ, donc, échappant au regard de tout le monde, sauf des concernés. Et comme le dit Lassner à Avril, la pièce est finie. Lui demandant aussi de partir loin pour ne pas être associé à cette affaire. Et juste après l'assassinat, il souhaite assumer son geste. Donc, comme il assume son geste, il appelle l'employé des bains, mais sans résistance, en attendant dans cette même pièce où il regarde le cadavre frais du comte, et sans doute plus tard arrêté par la police, accomplissant le destin qu'il s'était promis. Mais ça, on ne le verra pas, c'était, il me semble, prévu dans la 3e partie potentielle du film, mais qui n'existera jamais. Et aussi, Nathalie va découvrir la tromperie de son mari avec
Garance. Et puis, on pourrait ajouter autre chose, parce que j'ai évidemment fait des recherches pour ce film, et dans une vidéo, la masculinité toxique dans Les Enfants du Paradis, analyse de la chaîne YouTube Dans Mon Cut, l'auteur du contenu parle de 3 formes de patriarcat incarnées par les personnages. Il parle de la classe sociale élevée incarnée par le comte Édouard de Montré, l'artiste Frédéric Lemaître et le truand Pierre-François Lassner. Le comte de Montré, d'une certaine façon, il va s'acheter Garance, mais avec un déficit dans son appréciation de l'amour, exprimant sa masculinité à travers son statut social élevé. Frédéric, c'est un homme immature qui veut Garance par caprice sans réellement l'aimer comme elle le mérite. En fait, il veut séduire, mais pas seulement elle. Et puis Lassner, c'est un homme violent, il est capable de violence physique pour arriver à ses fins, et pour posséder notre chère Garance. Il est même présenté dès le début du film, où il écrit une lettre écrivant à une femme, où il dira qu'il ne lèvera plus jamais sa main sur elle. Et puis Baptiste, c'est un homme qui est un contrepoids. Il est l'inverse, c'est un homme fin, doux, sensible, et qui dit les vérités. C'est un homme attentionné, et puis Garance, c'est le nom d'une fleur, je l'ai dit avant. Elle lui lance une fleur à Baptiste, qui scelle dans l'esprit de tout le monde, qui se sont trouvés sentimentalement. En fait, si notre Baptiste il est violent, c'est contre les hommes, ou contre des objets, mais jamais contre les femmes. Et quand il parle de violence lui-même, il parle de celle de son père, ayant des idées de son époque. Donc, contrairement à son fils, qui aurait presque des principes en avance sur son temps, par rapport même à un homme de 2025, pas seulement pour un homme de 1944. Et ce même père qui l'humiliait durant un spectacle au début de l'œuvre, même si cette humiliation faisait partie de la présentation de Baptiste, on y voit là un bon gros masculiniste qui considérait Baptiste un peu comme un lâche, mais même un bon gros masculiniste de nos jours, qui pourrait voir Baptiste comme un candole, j'en suis sûr, alors qu'il est plus que respectable. Mais je pense aussi qu'un bon gros masculiniste dirait comme le père de Baptiste, parce qu'il dit hélas, les traditions se perdent. Messieurs, tant mieux alors. Et si on parle de Baptiste comme un féministe, c'est surtout que Jacques Prévert l'était, mais sans le dire. Il n'aimait pas la misogynie au cinéma, comme le précise Carole Orouet. Alors on pourrait presque aussi considérer ce long métrage un roman d'Honoré de Balzac. On y trouve toute une société, des destins croisés, une vision du monde, mais c'est aussi donc, un film de résistance. Résistance au silence imposé, résistance à l'oubli, résistance à l'idéologie et au rôle forcé. Et dans cette fresque, le peuple du paradis observe, commente et il juge, et c'est pour eux que le spectacle existe. Alors, on peut lire ce film comme une médiation sur le désir, la liberté, la moralité et le théâtre de la vie. Le personnage de Garance incarne une forme idéale, ou d'idéal libertaire plutôt, presque stoïcien. Elle aime librement, sans se laisser posséder. Et on peut lire dans le manuel Épithète, n'attends pas que les choses arrivent comme tu le veux, souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Garance, elle veut oublier sa mort. En fait, tout le monde veut oublier sa mort. Et elle veut profiter de chaque instant. On peut aussi penser à la conception kierkegaardienne du désespoir, du choix existentiel, où aimer revient souvent à souffrir de ne pas être aimé comme on le voudrait. Dans l'ouvrage Ou bien, Søren Kierkegaard parle de l'amour esthétique fondé sur l'illusion, la fuite et la beauté volatile. Volatile comme la seule nuit d'amour que vivront Garance et Baptiste. Puis Garance, elle a honte et elle ne souhaite pas détruire la vie de famille de Baptiste. En fait, dans cette histoire, tout le monde ne s'est jamais aimé correctement, au bon moment, ou la même tranquillité. On y voit que l'amour, c'est un poison pourtant si attractif. Mais bon, est-ce qu'on est loin de la vérité? En aparté de cet essai, j'aimerais préciser 2 choses. Commençons par Arrietty. Et puis, malgré la particularité du film, qui a dû être fait clandestinement du regard des nazis, Arrietty, elle avait un amant allemand, un officier qu'elle a rencontré en 1941 à Paris. Alors, ils se séparent en 1949 et c'est une relation qui a causé des problèmes à Arrietty. Donc, c'est une anecdote qui peut paraître cocasse. C'est cocasse parce que l'actrice principale de ce monument du cinéma français, symbole de la résistance artistique où la France occupée ne pouvait bien évidemment pas produire des œuvres sans le contrôle des nazis, elle avait un compagnon qui était un soldat allemand. Et Arrietty,
a dû se défendre de cette relation en octobre 44, où elle a répondu on me reproche d'avoir eu comme ami un officier allemand, et je n'ai rien fait de répréhensible envers mon pays, mais mon histoire était purement sentimentale et n'avait rien de politique. Et donc, constatant qu'elle n'a effectivement rien à se reprocher et qu'aucune preuve ne justifie quelconque collaboration, elle est libérée et son dossier est classé, mais toutefois assigné à résidence, et contrairement à des ex-compagnes françaises de soldats allemands, elle ne sera pas attendue à la libération. Il faut aussi préciser autre chose, c'est qu'elle a avorté pendant le tournage. Imaginez ce que c'est que d'avorter pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, en... Imaginez, c'est très particulier quand même, hein, sa vie à Arletty. Mais bon, outre la vie d'Arletty durant la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi une femme venant de la classe populaire. Hein. Elle dira elle-même qu'elle en est fière. Hein. Et puis, deuxième point, beaucoup plus court, parce que j'ai pas mal de fois cité Carol Orway, qui a écrit un livre sur le film et tout ce qui l'entoure. Eh ben, elle avait été invitée chez Samir Arjoum, du Microciné, où sa passion pour le film, pour Carnet et pour Prévert, bah, c'était captivant. Hein. Alors c'est une vidéo que je vous recommande très fortement. Hein. Moi je trouve que c'est magnifique de voir une telle passion et un tel enthousiasme pour l'art. Hein. Comment est-ce qu'on pourrait conclure? Bah, Les Enfants du Paradis, c'est un classique immense et complexe. Hein. C'est une mise en image de l'univers de Jacques Prévert. Hein. C'est une symphonie visuelle tenant du miracle un peu. C'est un exposé de tous les déchirements de l'époque. C'est une catharsis qui s'ouvre avec les rideaux du théâtre et qui se ferme avec les rideaux du théâtre. C'est une déclaration d'amour au théâtre, aux mots, aux gestes, aux allusions et au cinéma lui-même. Hein. François Truffaut a exprimé son amour du film en tant que passionné, en tant que cinéaste et en tant qu'admirateur de Carnet et d'autres cinéastes aussi. Hein. Jaloux pour la plupart de ne pas avoir produit eux-mêmes un tel chef-d'œuvre. Jean-Luc Godard parle de Prévert et de Carnet dans son cinéma, dont son film Pierrot le Fou. Hein. C'est un emblème de la reconstruction nationale qui parle d'amour, de passion, de liberté, d'art, et évidemment de souffrance, de la perte, et de ce qu'on ne peut pas dire. C'est une tragédie bien sûr, mais c'est une tragédie lumineuse sur le romantisme. Carnet disait qu'il a cherché à regagner par l'esprit ce qui avait été perdu par les armes. Alors, c'est pas un film triste. Je dirais plutôt que c'est un film sur la beauté de ce qui échappe, sur les amours ratés, mais inoubliables, sur la grandeur des sentiments humains, même quand ils ne mènent à rien. Et c'est peut-être ça, hein, le vrai message de l'apogée du duo Prévert-Carnet. Hein. Moi, je vois pas de film mieux fait que ça, hein, de leur duo. C'est la beauté d'un sentiment qui réside dans sa sincérité, mais pas dans son accomplissement. C'est un roman du 19e siècle qui est né dans une époque troublée. Et pourtant, il est porteur d'un souffle immense, hein, et d'une foi dans la beauté. C'est un film qui m'a bouleversé, qui m'a donné envie de croire en la force du cinéma et en la création et la parole. Parce qu'autant, quand je parlais de L'été de Kikujiro dans le podcast précédent, c'est d'abord une œuvre qui touche à ma sensibilité personnelle, due à un contexte familial particulier. Autant là, dans ce film Les Enfants du Paradis, au-delà du contexte de la production qui est fascinant, hein, c'est une tonne de réflexion sur la barrière entre jeu et réalité, sur l'identité et le masque, qui est passionnant, vraiment qui est profondément passionnant, hein, qui est même un des thèmes abordés dans mes propres recherches universitaires. Hein. Daniel Gaziga-Gaster disait la société enferme parfois les individus dans des rôles dont ils ne veulent pas. Eh bien, on pourrait se dire avec ce film, quelles sont les limites entre jeu d'acteur et expression du moi, hein. Notre attitude ne devient-elle pas systématiquement un nouveau rôle à chaque fois qu'on intègre un lieu ou un espace en particulier? Et je terminerai par cette réplique de Garance lorsqu'elle retrouve Baptiste dans la deuxième partie du film. Vous m'avez aidé à vivre pendant des années. Vous m'avez empêché de vieillir, de devenir bête, de m'abîmer. Je me disais, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu es tout de même heureuse puisque quelqu'un t'a aimé. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis ouvert à la discussion à propos du film à travers les commentaires sous cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage ou revisionnage de cette œuvre. Toutes les sources qui ont servi à la construction de ce podcast sont actuellement citées dans cette fin de vidéo et en description. Et je vous propose aussi d'autres films qui peuvent avoir un lien avec Les Enfants du Paradis. À bientôt!